Chers étudiants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans notre deuxième cours de méthodologie de la recherche et de technique de rédaction de mémoire de fin d'études. J'avais posté auparavant le programme de la matière, donc j'avais expliqué que la matière s'adressait aussi bien aux étudiants qui sont inscrits en sciences de langage qu'aux étudiants qui sont en langue et communication. Et là, donc, je vais commencer le premier cours où j'aborderai d'abord la question du mémoire. Qu'est-ce qu'un mémoire de fin d'études? Et ensuite, le deuxième point, c'est l'objet de la recherche, l'objet d'étude. Qu'est-ce qu'un objet d'étude? Et ça m'a paru important d'en parler dans la mesure où, pour le choix du sujet, il faut savoir où repérer, où chercher l'objet d'étude, dans quel champ disciplinaire et quels sont les critères dont vous devez tenir compte pour choisir votre sujet. Donc, le choix de l'objet d'étude précède celui du sujet, dans la mesure où il relève d'une thématique, il relève d'une discipline, et nous allons expliquer tout ça en détail. Alors, je vais partager le premier notre cours, donc voilà, celui-là. Alors, donc vous allez suivre avec moi ce PowerPoint que je vais expliquer au fur et à mesure que je déroulerai donc les diapos. Alors, c'est le cours 1. Alors, plan du cours, je vous présente d'abord le plan du cours et ensuite on commencera à parler on commencera on ira dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un mémoire de fin d'études? Qu'est-ce qu'un objet de recherche? Comment le construire? Comment construire un objet de recherche? Qu'est-ce qu'une recherche en sciences du langage et en langue et communication? Je tiens compte des deux publics quand je parle de la recherche, de la méthodologie de la recherche. Et quelle est la différence entre un thème, enfin, et un sujet? Alors, pour le mémoire de fin d'études, qu'est-ce qu'un mémoire de fin d'études? Alors, il faut savoir que le mémoire de fin d'études, c'est une étape capitale, importante dans le cursus universitaire de l'étudiant et que le mémoire est en lien ou doit être en lien avec la discipline dans laquelle s'inscrit l'étudiant. Et le mémoire de fin d'études valide la fin du cursus universitaire. Donc, c'est une étape cruciale, c'est une étape importante. Le mémoire fera l'objet d'une soutenance orale publique devant un jury composé d'enseignants et parfois de professionnels invités, de membres étrangers externes à l'université, des gens auprès desquels vous avez enquêté par exemple, ou autres, un professionnel, un spécialiste d'un domaine donné. Nous avons aussi, alors le mémoire est destiné aussi à être consulté par la communauté scientifique, ça c'est important de le savoir. Un mémoire doit faire avancer la connaissance sur un sujet dans un domaine donné. Donc, on ne fait pas un mémoire pour faire un mémoire. Certes, on le fait parfois, mais le mémoire doit surtout nous permettre d'approfondir des connaissances et des savoirs dans un domaine spécialisé, faire avancer la connaissance dans un domaine donné. L'étudiant est testé aussi sur ses capacités à définir un projet de recherche et à y investir les compétences et les connaissances acquises durant son cursus universitaire, durant ses années de formation universitaire, que ce soit en matière théorique ou méthodologique. Alors, l'objectif, c'est d'initier l'étudiant à la recherche en faisant un producteur de savoir qui est capable ou qui doit être capable de travailler en autonomie. Alors, l'étudiant doit démontrer ses aptitudes à poser un problème, à poser une question, à le problématiser, à le questionner et à y apporter surtout des réponses en adoptant des cadres conceptuels et méthodologiques adéquats. L'étudiant est amené aussi à approfondir ses connaissances sur un sujet qui doit être clair, précis, pertinent, actuel et intéressant par rapport au domaine de recherche duquel relève sa formation. Là, on parle un peu des critères qui doivent présider au choix de l'objet d'étude. Le mémoire vise aussi à répondre à une problématique par le biais d'une argumentation qui doit valider les questions de recherche formulées autour du sujet
Il doit comporter une analyse approfondie et rigoureuse des résultats et une appréciation critique du sujet abordé, c'est-à-dire une réflexion personnelle sur le sujet et sur les résultats obtenus à la suite des recherches données. L'étudiant est tenu également de respecter les normes formelles et rédactionnelles enseignées durant son cursus universitaire, c'est ce qu'on avait dit un peu plus haut, c'est-à-dire tout ce qu'il a appris en cours de méthodologie, de technique de travail universitaire, etc. Alors, qu'est-ce qu'un objet d'étude et comment le construire? Ensuite, on s'interrogera sur qu'est-ce qu'une recherche en sciences de langage et qu'est-ce qu'une recherche en langue et communication. Bon, je fais un peu vite parce que je vais enregistrer la vidéo, je vais la balancer un peu après sur Internet. Et il est important de faire un peu vite pour que la vidéo passe plus rapidement. Voilà, les problèmes de débit, etc. Donc, on n'est jamais trop prudent. Alors, qu'est-ce qu'un objet d'étude? Comment le construire? Alors, l'objet de recherche, ou un objet de recherche, hein, c'est la même chose. Alors, l'objet de recherche, c'est ce sur quoi porte une étude et c'est ce autour de quoi l'étudiant-chercheur est amené à produire un savoir. C'est ce sur quoi aussi on investit. C'est l'objet auquel s'intéresse l'étudiant quand il fait une recherche. C'est l'objet autour duquel on mène des investigations. On s'interroge d'abord, puis on mène des investigations sur le terrain. Le choix d'un objet de recherche se fait à l'intérieur d'un champ disciplinaire donné. Ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, parce que c'est important dans la phase de préparation du mémoire. Je vais dire plus tard pourquoi. L'objet de recherche découle du choix d'un thème et d'un sujet, et chaque thème peut donner lieu à plusieurs objets d'étude qui se précisent en problématique et en question de recherche. Alors, l'objet de recherche, c'est aussi un problème que l'on formule sous forme de questions qui sont à l'origine du processus de recherche. Alors, là, j'ai une citation de Pierre Bourdieu, du sociologue Pierre Bourdieu, qui parle de l'objet, de la construction de l'objet scientifique. Il dit que construire un objet scientifique, c'est d'abord et avant tout rompre avec le sens commun, c'est-à-dire avec les représentations partagées par tous, qu'il s'agisse de simples lieux communs de l'existence ordinaire ou des représentations officielles, souvent inscrites dans des institutions, donc à la fois dans l'objectivité de représentation sociale et dans les cerveaux, le préconstruit partout. Alors là, c'est le sociologue qui parle. Et en fait, l'objet scientifique, le champ scientifique est un champ social, comme dit Edgar Morin dans son livre Méthode. Et Pierre Bourdieu dit aussi, abonde dans le même sens pour dire que l'objet scientifique est investi de sens commun, c'est-à-dire l'objet scientifique, c'est d'abord un objet social, comme dit aussi Didier de Robillard, ça on l'a vu l'année passée. Ensuite, c'est un objet scientifique, puis c'est un objet d'enquête. Donc, c'est un objet, c'est un phénomène qui est entouré de stéréotypes, de prénotions, de clichés, de représentations stéréotypées. Et le travail du chercheur, justement, c'est de dépouiller cet objet de ces représentations stéréotypées et de le soumettre à l'analyse, de l'interroger pour en faire un objet scientifique, un objet de recherche, c'est-à-dire un objet d'enquête aussi, un objet donc, qui peut être repris, étudié, analysé de différentes manières, toujours scientifiques, mais il doit être interrogé autrement et surtout débarrassé des clichés, des stéréotypes dont on entoure dans le discours commun, dans le discours circulant, etc. Alors, la recherche en sciences du langage et en langue et communication, ça c'est le deuxième point, c'est-à-dire quels sont les champs disciplinaires dans lesquels doit s'inscrire votre objet d'étude. Donc, je m'adresse aussi bien aux étudiants en sciences du langage qu'aux étudiants en langue et communication pour expliquer un peu le champ disciplinaire dans lequel s'inscrit leur formation déjà, leur mémoire aussi et leur objet d'étude.
C'est-à-dire que leur objet d'étude, leur sujet de recherche doivent être trouvés dans ces champs disciplinaires qui sont les leurs, dans lesquels s'inscrit leur formation et leur mémoire. Alors, on commence d'abord par les sciences du langage, mais très, très rapidement. Les sciences du langage donc, font partie d'un domaine plus vaste qui est les sciences humaines et sociales, et les sciences du langage forment un ensemble disciplinaire. Donc, s'il y a des lectures à faire, il faut les faire en sciences, dans le domaine des sciences du langage. Alors, l'interdisciplinarité est importante, le recours à des sciences connexes est important, il est impératif même, mais le champ disciplinaire que vous devez réviser dans un premier temps, que vous devez relire dans un premier temps, avant même de commencer votre mémoire de fin d'études, c'est les sciences du langage. Et ensuite, vous allez voir quelle discipline plus précisément correspond à votre travail. Donc, quelle discipline s'inscrit votre travail plus précisément. Alors, le langage, on le sait, on en a parlé en première année, en deuxième année, en troisième année, même en master. Le langage a fait l'objet, donc, dans l'Antiquité, de réflexions philosophiques, mais ne s'est constitué comme discipline qu'au XIXe siècle, avec la publication de l'ouvrage référence, avec une petite erreur sur la diapo, le cours de linguistique générale en 1916 de Ferdinand de Saussure. La linguistique doit être distinguée de la grammaire antique actuelle. On rappelle que la linguistique est une discipline descriptive basée sur une description des faits réels. La grammaire est prescriptive, elle est normative, elle édicte les règles de fonctionnement de la langue. Alors, les domaines d'études de la linguistique interne, je le rappelle rapidement, c'est la phonétique, la phonologie, la syntaxe, la morphologie, la sémantique, l'énonciation, la pragmatique. Et les domaines d'études de la linguistique externe, c'est la sociolinguistique, la psycholinguistique, l'ethnolinguistique, la dialectologie, la neurolinguistique, l'analyse du discours, l'aménagement linguistique, etc. Il peut y avoir aussi des sous-disciplines, des courants à l'intérieur de ces disciplines, etc. Je cite par exemple la sociolinguistique urbaine, la sociodidactique, ou encore l'analyse du discours. Alors, concernant le master langue et communication, les matières qui sont enseignées orientent les étudiants vers des recherches en analyse du discours classique ou ordinaire et vers l'analyse du discours numérique. En tout cas, c'est ce que je leur conseille. Ce sont les disciplines vers lesquelles je me permets de les orienter. C'est un champ qui est à la croisée de deux disciplines, les sciences du langage et les sciences de l'information et de la communication. Nous avons l'analyse des textes de la communication, d'ailleurs c'est le titre d'un ouvrage de Mendelot, et les thèmes de l'analyse des discours numériques s'articulent autour des effets de la communication numérique sur le langage. Ça peut être des thèmes qui pourraient intéresser les étudiants. Alors, je donnerai aussi de brèves définitions de l'analyse des discours ordinaires et numériques, parce que je ne suis pas sûre que nos étudiants en langue et communication ont fait tout ça. On sait que les contenus sont un peu classiques, les contenus qu'ils font en master. Et donc, j'essaie de leur montrer un petit peu dans quel champ disciplinaire ils pourraient inscrire leurs travaux futurs s'ils n'ont pas choisi encore de sujets. Et s'ils ont choisi des sujets, ils peuvent toujours se référer à ce cadre théorique pour essayer d'y inscrire leurs travaux. Alors, l'analyse du discours s'interroge sur ce que fait le sujet en parlant. Ça, c'est une définition de Mendelot de 2014. L'analyse du discours trouve son origine dans la philologie, la mémétique, la rhétorique, mais également plus récemment dans la pragmatique, qui s'intéresse à l'usage que font les locuteurs de leur langue. Alors, la pragmatique et d'autres disciplines ont contribué à enrichir des disciplines comme l'analyse du discours, l'ethnographie de la communication également, l'analyse conversationnelle, les théories de l'énonciation, la sociolinguistique interactionnelle, etc. C'est la problématique qui va enrichir toutes ces disciplines. On a une petite définition d'Anne-Marie Parot de l'analyse du discours numérique qui consiste en la description et l'analyse du fonctionnement des productions langagières natives d'Internet dans leur environnement de production, mobilisant en considération égale et les ressources langagières et non langagières des énoncés élaborés. On va voir un peu en détail en quoi cela consiste
Alors, on a deux autres définitions théoriques de Marcosia. On peut appeler analyse des discours numériques toute analyse de la communication numérique qui se focalise sur sa dimension langagière. Alors, la définition de Marcosia est plus générale. Quand on parle de communication numérique, on parle de la langue, des pratiques linguistiques, mais des discours également. C'est-à-dire ce que le locuteur fait en parlant. L'analyse des discours numériques combine l'étude des propriétés formelles des écrits numériques et l'analyse de leurs effets communicatifs. Alors, qu'est-ce qu'un discours numérique? Qu'est-ce qu'un écrit numérique? Alors, la distinction n'est pas faite entre les deux niveaux langagiers, la structure, la matérialité linguistique et l'usage de la langue, le discours. Dans la dernière appellation, on englobe les deux, la communication numérique. Alors, j'explique. Les travaux pionniers en analyse du discours numérique sont centrés sur les discours. Les aspects linguistiques ont été traités dans le cadre de la sociolinguistique, notamment. Internet a servi à la collecte du corpus, c'est-à-dire les études qui ont été faites en sociolinguistique se sont intéressées au corpus numérique et aux écrits numériques, mais du point de vue linguistique, pas du point de vue discursif. Alors, le discours numérique natif est l'ensemble des productions verbales élaborées en ligne, quels que soient les appareils, les interfaces, les plateformes et les outils d'écriture. Les dispositifs de communication numérique, alors là, on a les courriels, la messagerie instantanée, les SMS, les blogs, les plateformes, les réseaux sociaux numériques. Ce sont autant de terrains sur lesquels on peut trouver, ou dans lesquels on peut trouver du corpus, sur lesquels on pourrait travailler. Alors, les écrits numériques se caractérisent par des propriétés formelles d'ordre linguistique, lexical, morphologique, sémiotique, auxquelles on peut s'intéresser également. Alors, les thèmes de l'analyse du discours numérique s'inscrivent ou relèvent des effets de la communication numérique sur le langage. Alors, les thèmes inspirés par ces nouvelles technologies qui pourraient intéresser les chercheurs en sciences du langage et en langue de communication également sont la violence verbale, l'imposture, le harcèlement social, le discours de haine, l'anonymat, le pseudonymat et leurs répercussions sur la communication. Alors, les deux spécialités, les étudiants des deux spécialités peuvent s'intéresser à ces thèmes. Nous avons aussi l'évolution des formes et modes de communication, la modération des débats, la gestion des phases, les politesses, le blocage, le masquage, le signalement, le troll, le mauvais locuteur, alimentation des polémiques, circulation des rumeurs malveillantes, les insultes et leurs répercussions sur le langage courant. Ça aussi, ce sont des thèmes qui pourraient intéresser les étudiants et sur lesquels ils pourraient travailler à partir des différents supports, à partir de différents corpus. Alors, tenir compte dans l'analyse de ces phénomènes numériques, de l'environnement numérique, renseignements sur le dispositif, la plateforme, son fonctionnement, son genre discursif et sa charte d'éthique qui sert parfois à contrôler les discours, donc, notamment pour les étudiants en langue et communication, parce que le support est important, il est important de tenir compte du support qui parfois contrôle le discours ou a des effets sur les pratiques discursives. Alors, ce qu'on appelle le projet de recherche pour les langues et communications a été remplacé par un mémoire de fin d'études. En l'absence de spécialistes, il ne s'agit plus de concevoir des documents ou des supports multimédia, mais de réaliser un mémoire de recherche sur un sujet qui s'inscrit dans les domaines des sciences du langage et d'un domaine connexe comme les sciences de l'information et de la communication à titre d'exemple. Donc, il faudrait que les étudiants en langue et communication sachent que leurs travaux, de toutes les façons, doivent relever des sciences du langage, pas que de la sémiotique, pas que de la sémiologie, mais de l'analyse des discours, surtout, et j'insiste là-dessus. Alors, je vais vous expliquer maintenant quelle est la différence entre un thème et un sujet. Le thème est plus général qu'un sujet, ça, vous le savez, on l'a dit et redit. Un thème relève d'un domaine vaste, le sujet est un domaine particulier d'un thème précis. Le sujet est en lien avec un thème qui relève d'un champ disciplinaire donné, c'est ce que je viens de dire depuis le début. L'objet d'étude est la question ou les questions qui orientent le travail de mémoire sur les plans théoriques et méthodologiques. Donc là, l'objet d'étude, c'est le questionnement. C'est la question, ce sont les questions. On parle ici de questions de recherche. Alors, je vais vous donner des exemples de thèmes et de sujets à partir de travaux que j'ai encadrés l'année passée. Alors, on a le thème.
plus général, plus vaste, et le sujet qui est plus précis, mieux circonscrit, plus circonscrit. Alors, le thème, on a par exemple apprentissage du français sur les RS5, sur les réseaux sociaux numériques. Le sujet, c'est l'étude des stratégies d'apprentissage du français dans les groupes de soutien parentaux sur les RS5, cas de la transcription des sons français en caractère arabe. C'est un mémoire d'étude qui a été réalisé par notre étudiante Moussa Hlam. Le deuxième thème, c'est la transmission des langues au milieu familial. Le sujet, c'est l'enquête socio-linguistique autour de la transmission du français au sein de 5 familles de la ville de Moussagana. Ça, c'est un mémoire de fin d'études qui a été réalisé par notre étudiante Mezada Sania. Le troisième thème, c'est la désignation du hirak dans les médias, analyse discursive de la désignation du hirak dans la presse francophone algérienne. Ça, c'est un thème de notre étudiante Robaï Wisha. On continue avec deux autres thèmes, je crois. Voilà. Donc, le traitement de l'événement du Hirak dans la presse internationale. Le sujet, c'est l'analyse titrologique de l'événement du Hirak à travers les titres des quotidiens internationaux, Le Monde et le New York Times. Le dernier thème, je crois, oui, le dernier thème, c'est l'analyse des discours autour de... Alors, le thème, c'est la polémique de remplacement du français par l'anglais. Et le sujet, c'est l'analyse du discours autour de la polémique de remplacement du français par l'anglais dans le contexte du Hirak algérien de 2019. Alors, le premier thème sur cette diapo, le premier mémoire a été réalisé par notre étudiante Citoyenne Iman et le deuxième par notre étudiante Naziel Moukeltoum. Voilà, c'est pour vous montrer un peu que le thème est vaste et que le sujet est précis. Et généralement, votre sujet, c'est l'intitulé de votre mémoire. Alors, dans les prochains cours, je vais aborder la question de la délimitation du thème et du choix du sujet. Quels sont les critères qui président au choix du sujet? Je parlerai du choix de la justification des orientations théoriques, le choix de la justification des outils méthodologiques, la planification de la recherche, comment on planifie sa recherche, la conception, enfin, de l'état de l'art sur une question, sur un sujet. Alors, si vous avez des questions sur ce cours, sur cette présentation, il faut me les adresser sur mon mail, je vais le mettre, je le mets donc à votre disposition. Je vais essayer de publier cette vidéo sur YouTube et je vous la mettrai aussi sur la plateforme Moodle et sur notre groupe Facebook. Donc, je vous souhaite bon courage, de bonnes lectures, de fructueuses réflexions. Et j'attends avec impatience vos questions. Je profiterai du prochain cours. Avant de commencer le cours, je vais répondre à toutes vos questions concernant cette présentation. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.